Mon père m'a oublié à chaque Noël, jusqu'à ce que j'achète un manoir. Ils se sont présentés avec un serrurier et un faux bail pour me le voler. Mais, à l'instant même où ils ont franchi le seuil, la police a fait une descente. Les flashs des appareils photo crépitaient sans arrêt. Mon père a paniqué. Non. Ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. Mon père m'a oublié à chaque Noël, jusqu'à ce que j'achète un manoir. Je m'appelle Mallory Hale. J'avais 34 ans, et, la veille de Noël, je me tenais derrière une porte intérieure, pendant que l'homme qui m'avait élevé s'introduisait chez moi. À travers un écran de sécurité, j'ai regardé mon père guider un serrurier sur le porche. Ma belle-mère suivait, dirigeant les déménageurs, comme si elle possédait les lieux. Mon demi-frère transportait des avis d'expulsion. Leur ami brandissait un bail, portant ma signature falsifiée, et a ordonné d'ouvrir la serrure. J'ai attendu que tous les 4 franchissent le seuil. Ensuite, je me suis avancé dans le hall d'entrée sombre, et j'ai dit, vous avez été averti par écrit de rester à l'écart. Mon père a levé le bail, puis a dit aux ouvriers de continuer à décharger. Des policiers sont entrés par le couloir de service, et par la porte d'entrée. Les flashs des appareils photo ont explosé autour de lui. Un détective a brandi mon véritable acte de propriété, juste à côté du document contrefait. Le visage de mon père s'est effondré. Non. Ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. Avant que je n'explique pourquoi il pensait que ma maison lui appartenait. Dites-moi d'où vous me regardez, et quel temps de Noël il fait, dehors, chez vous. Ma mère est morte quand j'avais 11 ans, et mon père s'est remarié, avant le Noël suivant. Elle s'appelait Laura Hale, et, après les funérailles, mon père, Dean Bennett, a rangé presque tout ce qui lui rappelait sa mémoire. Quand Valérie est entrée dans notre maison, elle a amené son fils de 12 ans, Trevor, et Dean s'est investi corps et âme pour prouver qu'il pouvait être le père que Trevor n'avait jamais eu. Au début, je pensais que ces efforts allaient agrandir notre famille. Au lieu de cela, ils m'ont, discrètement, remplacé. Personne n'a annoncé que j'avais moins d'importance. Ils prenaient, simplement, des décisions, comme si j'avais déjà accepté de disparaître. Quand j'avais 15 ans, Dean a planifié un voyage de Noël dans le Colorado. Il en a parlé pendant des semaines, montrant des vidéos de ski à Trevor, et demandant à Valérie quel chalet offrait la plus belle vue. À l'aéroport, l'agent a trouvé 4 réservations, mais seulement 3 billets. Dean a fixé l'écran, puis m'a regardé, comme si j'étais responsable d'une erreur de comptabilité. Valérie a dit que tout modifier coûterait trop cher. Trevor a suggéré que je reste chez un voisin, sous prétexte que je n'aimais même pas le ski. Dean Renacle m'a tendu de l'argent pour le taxi, et m'a promis que nous fêterions cela à leur retour. Leurs photos de vacances sont arrivées avant eux. Pendant mes années d'université, une carte de Noël est arrivée à mon dortoir. Sur le devant, Dean, Valérie et Trevor posaient, ampoules assorties, sous l'inscription « La famille Bennett ». Mon nom n'apparaissait nulle part. À l'intérieur, Dean avait écrit « J'espère que tes examens se sont bien passés. Appelle quand tu auras le temps. » J'ai appelé, ce soir-là. Valérie a répondu, et m'a dit qu'ils ouvraient des cadeaux, ce qui signifiait que ce n'était pas le bon moment. 2 jours plus tard, Dean m'a contacté. Parce que Trevor avait été débité 2 fois pour un ordinateur portable, et avait besoin d'aide pour contester l'achat. À 29 ans, j'ai conduit jusqu'à leur maison pour Noël, et j'ai appris, alors, que mon ancienne chambre avait été donnée à la sœur de Valérie, et à son mari. Ma valise a été déposée à côté d'un lit pliant, dans la buanderie du sous-sol. Dean m'a dit que c'était, simplement, plus pratique, car j'étais célibataire, et restais moins de nuit. Trevor, lui, disposait de toute la suite d'invités, bien qu'il vive à seulement 20 minutes de là.
Je suis parti avant minuit. Dean n'a pas demandé pourquoi. Le lendemain matin, il m'a envoyé par email la facture d'un entrepreneur, voulant que je vérifie si les frais de main-d'œuvre semblaient gonflés. C'était ainsi que mon père se souvenait de moi. Je disparaissais des photos, des réservations, des chambres et des projets de dîner, mais je réapparaissais dès que les chiffres devenaient problématiques. J'examinais les formulaires d'assurance. Je corrigeais les erreurs de comptabilité. J'ai prêté de l'argent à Trevor, par 2 fois. Une fois pour une formation certifiante qu'il n'a jamais terminée, et une autre pour un dépôt de garantie d'appartement, qu'il a dépensé lors d'une fête de lancement. Dean qualifiait, toujours, ses demandes d'affaires de famille. Mes invitations, d'une manière ou d'une autre, étaient facultatives. Je me suis construit une vie qui ne demandait pas son attention. Je suis devenu analyste principal des registres fonciers pour une compagnie d'assurance de titres à Baltimore. Examinant les actes, les servitudes, les privilèges, l'historique des propriétés, ainsi que les signatures contestées, avant le transfert de biens immobiliers commerciaux. Ce travail m'a appris que la propriété n'était pas un sentiment, une promesse, ou la personne parlant le plus fort dans une pièce. C'était, plutôt, une chaîne de faits vérifiables. Les dates comptaient. Les signatures comptaient. Les notifications officielles comptaient. Je n'aurais jamais imaginé que ces habitudes deviendraient la barrière entre mon père et la porte d'entrée de ma maison. J'ai, également, cessé d'utiliser le nom Bennett. Sur le plan professionnel comme personnel, je suis devenu Mallory Hale. C'était le nom de ma mère, et le choisir ressemblait moins à un rejet de mon père qu'à un refus d'être effacé avec elle. Le dernier Noël que j'ai passé chez Dean a mis fin à ce schéma. Valérie m'a envoyé un SMS indiquant que le dîner commencerait à 18h, me disant d'arriver dès que la circulation le permettrait. J'ai quitté Baltimore tôt, j'ai transporté un panier cadeau emballé sous le grésil, et je suis arrivé dans leur salle à manger à 18h14. Chaque chaise était occupée. Chaque assiette était remplie de nourriture. Il n'y avait aucun couvert vide, pas même une serviette pliée. Dean a levé les yeux, et a dit que le nombre d'invités avait été confirmé plusieurs jours auparavant. Je lui ai rappelé que Valérie m'avait invité. Il a baissé la voix, et m'a demandé de ne pas l'embarrasser devant la famille. Trevor renacle, s'est adossé à sa chaise, un verre à la main, et a ri. Mallory est indépendante, a-t-il dit. Elle n'a pas besoin de tradition comme nous. J'ai posé le panier cadeau sur le comptoir, puis je suis parti sans discuter. À 23h30 ce soir-là, Dean m'a envoyé un message. Il ne s'est pas excusé, et n'a pas demandé si j'étais bien rentré. Il voulait que j'examine les comptes professionnels de Trevor avant la fin de l'année, car plusieurs dépôts ne concordaient pas. J'ai lu le message 2 fois, je les ai bloqués tous les 3, puis j'ai ouvert un site immobilier. Avant l'aube, une annonce est apparue pour le manoir d'Ashbourne, situé à Blackwood, dans le Maryland. 11 mois plus tard, j'ai signé l'acte d'achat final du manoir d'Ashbourne, à Blackwood, dans le Maryland. Le prix d'achat s'élevait à $1 600 000. J'ai utilisé mes économies, vendu une partie de mon portefeuille d'investissement, et financé le reste par une hypothèque classique, examinée par des personnes qui se moquaient éperdument d'eux. Mon histoire familiale. À 15h cet après-midi-là, l'acte de propriété était enregistré, à mon seul nom. Ashbourne était impressionnant depuis la route, mais épuisant de près. Une section du toit en ardoise devait être remplacée. Le système de chauffage avait sa place dans un musée. 5 pièces à l'étage étaient vides, à l'exception de draps de protection, et 2 salles de bain avaient une plomberie qui grinçait dès que l'on ouvrait un robinet. Pourtant, le sol de la salle de bal était parfaitement plat, la cuisine de taille commerciale restait structurellement saine, et la dépendance qui servait
De remise aux frais assez d'espace pour mon bureau. Je ne l'ai pas acheté pour impressionner qui que ce soit. Je l'ai acheté parce que les registres étaient clairs, le prix reflétait le coût des réparations, et je voulais passer un Noël dans un endroit où personne ne pourrait oublier de me dresser un couvert. Mon projet était volontairement lent. Je voulais consolider le toit, remplacer la chaudière, restaurer une pièce à la fois, et utiliser la dépendance pour mes recherches de titres de propriété à distance. Un journal local a publié un article sur la vente, car la propriété appartenait à la même famille depuis près de 70 ans. L'article mentionnait mon nom, le prix d'achat tiré des registres publics, et incluait une photo de moi, tenant la vieille clé en laiton. 3 jours plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai répondu, car j'attendais un devis pour la toiture. La voix de Dean a résonné, alors, c'est vrai. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas dit félicitations. Ses première question consistait à savoir si la salle de bal pouvait toujours accueillir 200 personnes, si la cuisine conservait ses permis commerciaux, et combien de voitures pouvaient stationner près de la pelouse. Je lui ai demandé pourquoi cela l'intéressait. Il a répondu que Curtis Bell, une connaissance qui gérait ses documents administratifs professionnels, avait vu l'article et reconnu mon nom. Ensuite, Dean m'a exposé l'urgence qu'il s'attendait à me voir résoudre. L'entreprise de Trevor, North Star Celebration, avait accepté des acomptes pour des mariages dans un moulin réhabilité, situé à l'extérieur d'Annapolis. Le comté avait fermé ce lieu après des violations répétées des règles de sécurité. Trevor n'avait aucune solution de remplacement, se retrouvait avec 14 couples furieux, et n'avait aucune trésorerie disponible pour des remboursements immédiats. Dean s'était porté garant personnel d'une grande partie de la ligne de crédit de North Star. Si l'entreprise faisait faillite, la banque pourrait le poursuivre. Dean a qualifié Ashburn de solution familiale. Il a proposé que Trevor utilise la salle de bal, la cuisine, les chambres d'amis, la dépendance, le parking et le domaine, pendant quelques mois, jusqu'à ce que ses finances se rétablissent. Il a affirmé que cette visibilité augmenterait la valeur de ma propriété. J'ai demandé si North Star avait des assurances, des permis, des plans de recrutement, de la sécurité, ou de l'argent pour les réparations. Dean a marqué une pause, puis m'a accusé de transformer une demande de Noël en interrogatoire. Non, ai-je dit, le manoir n'est pas disponible. En moins d'une semaine, un fleuriste a appelé pour confirmer l'accès des livraisons pour un mariage en janvier. Le lendemain, un traiteur a demandé les spécifications de la cuisine. Une entreprise de location voulait savoir où installer une tente chauffée. Enfin, un couple nommé Aaron et Melissa a appelé pour discuter de leur cérémonie du Nouvel An. Ils avaient payé $12 000 à North Star, et possédaient une brochure glacée désignant le manoir d'Ashburn comme leur nouveau lieu exclusif. J'ai engagé Rebecca Sloan, une avocate spécialisée en droit immobilier, que je connaissais par mon travail. Elle a envoyé des mises en demeure immédiates à Trevor, Dean, North Star, ainsi qu'à chaque prestataire que nous pouvions identifier. Les courriers stipulaient que j'étais la propriétaire du domaine, que je n'avais jamais autorisé d'événement, et que je considérerais toute publicité continue comme une fausse déclaration intentionnelle. Trevor a retiré une publication sur ses réseaux sociaux, pour la remplacer par une autre, qualifiant le manoir de domaine privé de notre famille. Dean a répondu par email. En pièce jointe figurait un bail commercial de 10 ans, accordant à North Star l'autorité immédiate sur la salle de bal, la cuisine, la dépendance, les chambres d'amis, le parking et le domaine. Le loyer annuel était de $1. Ma signature apparaissait sur la dernière page. À côté d'elle, se trouvait la certification notariée de Curtis Bell. La signature était bien la mienne, mais ce n'était pas moi qui l'avais écrite là.
Elle avait été copiée à partir d'une ancienne autorisation financière familiale que j'avais signée 2 ans plus tôt, lorsque Dean avait refinancé un entrepôt. L'espacement, l'inclinaison, et la petite rupture sur la dernière lettre correspondaient de manière exacte. Le bail portait une date du mois précédent, période pendant laquelle j'avais passé 3 jours à Chicago, pour une conférence obligatoire sur les registres fonciers. Les reçus d'hôtel, les billets d'avion, les scans de badge, et les photographies me situaient à des centaines de kilomètres du sceau notarié de Curtis. J'ai tout transmis à Rebecca. Elle m'a appelé en quelques minutes, et m'a dit de ne pas contacter directement ma famille. Pendant que nous parlions, la caméra de mon portail m'a envoyé une alerte. Une camionnette de serrurier, un camion de déménagement, et 3 SUV sombres s'engageaient sur l'allée du manoir. Le 18 décembre à 16h20, la camionnette du serrurier s'est arrêtée devant mon portail. Le camion de déménagement s'est garé juste derrière, bloquant la moitié de la route étroite. Dean est descendu du premier SUV, accompagné de Valérie, Trevor et Curtis Bell. Un serrurier, dont j'ai appris plus tard qu'il s'appelait Owen Price, est descendu en portant une caisse à outils. Les portes arrière du camion se sont ouvertes, révélant des tables pliantes, des chaises de bureau, des cartons de décoration, des panneaux d'affichage, des écrans d'ordinateur, et plusieurs valises. Rien dans leur arrivée ne ressemblait à une visite de Noël. Dina a appuyé sur l'interphone, et m'a ordonné d'ouvrir le portail. J'ai répondu par le haut-parleur, en disant à tout le monde de partir. Il a tendu le faux bail vers la caméra, affirmant que j'avais volontairement accepté de sauver l'entreprise de Trevor, avant de changer d'avis sous la pression de mon avocate Rebecca. Valérie s'est approchée de l'interphone, et a utilisé cette voix douce, prudente, qu'elle réservait habituellement aux inconnus. Elle a dit à Owen que je m'étais isolé dans une immense maison, que je rejetais le soutien familial, et que je ne prenais plus de décisions raisonnables. Elle n'a jamais utilisé de terme médical. Elle n'en avait pas besoin. Son numéro suggérait que mon refus était la preuve d'une instabilité mentale. Je suis sorti dehors, mais je suis resté derrière le portail verrouillé. Je possède cette propriété, ai-je dit. Je n'ai signé aucun bail. Vous n'avez pas l'autorisation d'entrer. Curtis a ouvert un dossier en cuir, et a brandi le document, comme si sa mise en scène pouvait créer de l'authenticité. Il m'a prévenu que le fait d'interférer avec un locataire commercial pouvait m'exposer à des poursuites endommagées. Intérêt. Trevor se tenait à côté de lui, filmant la scène avec son téléphone. Il a annoncé que le personnel de North Star allait arriver, et que des clients dépendaient de cette ouverture. Dean a dit que je pourrais discuter de mes objections une fois qu'ils auraient installé leur équipement à l'intérieur. J'ai appelé la police. Un patrouilleur du comté est arrivé 12 minutes plus tard. Il a vérifié mon acte de propriété, enregistré sur une tablette, puis a examiné le prétendu bail. Dean parlait plus fort que moi, insistant sur le fait que la propriété n'était pas contestée, puisque j'avais prétendument accordé la jouissance des lieux à North Star. Curtis insistait sur sa certification notariale. Rebecca s'est jointe à nous par haut-parleur, expliquant que la signature était officiellement contestée. Elle a ajouté que le bail n'avait pas été autorisé, et que des avis officiels étaient déjà en cours de préparation. Le policier n'a pas prétendu pouvoir authentifier une signature sur le bord de la route. Il a déclaré que ce litige documentaire pourrait nécessiter une procédure civile, mais, il a également dit clairement à Dean que personne n'avait le droit d'endommager le portail, ou de forcer l'accès, alors que la propriétaire s'y opposait formellement. Il a averti qu'un litige n'autorisait pas à se faire justice soi-même. Ensuite, il s'est tourné vers Owen, et lui a demandé s'il avait l'intention de forcer la serrure après m'avoir entendu refuser l'entrée. Owen a refermé sa caisse. Non, a-t-il dit, pas dans ces circonstances. Curtis a pris Dean à part.
Leur conversation était trop basse pour le microphone du portail, mais le visage de Dean s'est durci à mesure qu'il écoutait. Finalement, il m'a pointé du doigt, et a affirmé que je détruisais l'avenir de Trevor pour une simple formalité. J'ai répondu qu'une signature falsifiée n'était pas une simple formalité. Trevor a arrêté de filmer. Ils sont repartis. Après 20 minutes. Pendant que les véhicules faisaient demi-tour, ma caméra extérieure a capté Trevor marchant près des installations électriques, le long du mur en pierre. Il a disparu derrière le camion, pendant moins d'une minute. Je ne pouvais pas voir ses mains, ni prouver ce qu'il faisait. À 19h13 ce soir-là, l'électricité a été coupée. La chaudière s'est éteinte. La caméra du portail s'est éteinte. Mon téléphone est passé sur batterie, alors que la température intérieure commençait à chuter. Le technicien d'urgence de la compagnie d'électricité a découvert quelque chose de bien plus étrange qu'une panne ordinaire. Quelqu'un avait soumis une demande pour transférer le contrat d'électricité de mon nom à celui de North Star Celebration, affirmant que l'entreprise avait pris possession des lieux en vertu d'un bail. Un électricien est arrivé avec l'équipe technique. Il a constaté des dommages délibérés sur l'équipement extérieur, mais l'angle de la caméra ne permettait pas d'identifier le coupable. Il a rétabli le courant de manière temporaire, et a tout consigné par écrit pour la police. J'ai signalé la demande de transfert de contrat comme frauduleuse. Pendant que je m'occupais de la panne, Valérie a publié un long message sur ses réseaux sociaux. Elle affirmait que j'avais invité l'entreprise de Trevor à utiliser le manoir, accepté son aide pour le préparer, et que j'avais, ensuite, humilié ma famille par un froid glacial. Elle décrivait Dean comme un père au cœur brisé, essayant simplement de sauver Noël. Des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'ont appelé, me traitant d'égoïste. Des clients locaux m'ont accusé de ruiner des mariages. Un message disait que j'avais volé un lieu de réception à des couples qui avaient déjà payé. J'ai enregistré chaque publication, et chaque commentaire. Rebecca m'a conseillé de ne pas répondre publiquement. À 22h46, Trevor m'a envoyé un message direct, depuis un nouveau compte. Tu ne peux pas empêcher l'ouverture. J'ai pris une capture d'écran, avant de le bloquer. Puis, une autre notification est apparue, provenant d'un fournisseur de matériel de location. Elle contenait un calendrier de livraison pour le 24 décembre, soit 6 jours plus tard, désignant le manoir d'Ashbourne comme le lieu officiel de réouverture de North Star. Le programme mentionnait la salle de bal, la cuisine et la pelousée, prouvant qu'ils avaient planifié l'invasion bien avant de se présenter à mon portail. Il ne s'agissait pas d'une dispute de famille impulsive. C'était une occupation organisée. À minuit, le manoir était plongé dans l'obscurité, la température continuait de baisser, et mon dossier de preuves s'épaississait. Je me suis installé dans la bibliothèque, où la cheminée fonctionnait encore, et j'ai construit une chronologie sur une table pliante. Chaque document a reçu une date, une source, et une brève description. J'ai sauvegardé le faux bail sous son format électronique d'origine, exporté les en-têtes de messages, photographié les dommages électriques, conservé les publicités de Trevor, et capturé les publications de Valérie avant qu'elle ne puisse les modifier. Mon travail m'avait appris qu'une accusation théâtrale était bien plus faible qu'un simple document officiel, créé au bon moment. Le lendemain matin, j'ai signalé la demande frauduleuse de transfert d'électricité, ajouté des vérifications supplémentaires sur mes comptes, bloqué tout accès à de nouveaux crédits à mon nom, et déposé un signalement pour usurpation d'identité. Rebecca a remis des copies du bail, et de mes dossiers de Chicago, à la police. J'ai engagé l'électricien pour effectuer des réparations permanentes, et installer une alimentation de secours indépendante pour les caméras, ainsi que pour les alarmes. Une entreprise de sécurité a installé des caméras indépendantes à l'intérieur du hall d'entrée, près du couloir de service, et
au-dessus des portes de la dépendance. Aucune de ces étapes ne rendait Ashbourne très festif, mais chacune d'elles rendait une nouvelle surprise bien moins probable. Je ne pouvais pas utiliser les bases de données privées pour une vengeance personnelle, et je n'ai pas essayé de le faire. À la place, j'ai cherché dans les registres publics légaux tout ce qui concernait North Star Celebration. Examiner les dossiers judiciaires, analyser les privilèges commerciaux, et comparer les dates de publicité. Rebecca a contacté les clients et les prestataires touchés, qui ont accepté de partager leurs propres contrats. La situation s'est rapidement clarifiée. North Star avait accepté environ 380 000 $ d'acompte. 14 couples attendaient des remboursements ou un autre lieu de réception. Plusieurs paiements avaient été utilisés pour couvrir des dépenses de fonctionnement, après que le moulin d'origine avait reçu les avis d'infraction, ce qui signifiait que Trevor continuait d'enregistrer des réservations, tout en sachant pertinemment que le lieu risquait de fermer. Dean s'était porté garant personnel de la ligne de crédit de North Star. Curtis avait soumis le bail d'Ashbourne à un prêteur, comme preuve que l'entreprise avait trouvé un nouveau lieu. La première publicité de Trevor pour le manoir était apparue 2 jours avant que Dean ne m'appelle pour la première fois. Valérie avait contacté elle-même des clients, décrivant Ashbourne comme une propriété familiale en cours de transfert de gestion. Rebecca a découvert un autre détail crucial. Le registre officiel de Curtis ne contenait aucune entrée légitime indiquant que je m'étais présenté devant lui à la date du bail. Le numéro de sceau enregistré sur mon document ne correspondait pas à la séquence des entrées adjacentes. Ma facture d'hôtel à Chicago, mon itinéraire aérien, les scans de mon badge de conférence, et les photos de groupe horodatées constituaient une preuve indiscutable de l'endroit où je me trouvais. La prétendue signature ne pouvait pas avoir eu lieu comme décrit. Le détective Marcus Reed a pris en charge l'enquête pour fraude. Il s'est montré d'une patience qui, au début, m'a frustré. Il m'a expliqué que des documents suspects nécessitaient tout de même des authentifications, des entretiens, ainsi que des preuves d'intention. Un faux bail, à lui seul, pouvait susciter des disputes. Pour savoir qui avait copié quoi, et à quel moment. Une tentative de retour à Ashbourne après un avertissement écrit clair, en revanche, poserait une question bien plus simple. S'était-il introduit sciemment sur une propriété après en avoir reçu l'interdiction? Rebecca a préparé des avis d'interdiction d'accès nommant Dean Bennett, Valérie Bennett, Trevor Bennett, Curtis Bell et North Star Celebration. Un huissier de justice a délivré chaque avis en personne. Des copies ont été envoyées par courrier, par email, et affichées sur le portail. Il n'avait aucune autorisation pour pénétrer sur le domaine, envoyer des ouvriers sur la propriété, utiliser l'adresse du manoir, ou prétendre que North Star contrôlait une partie des lieux. Cet après-midi-là, Tessa Whittaker, une journaliste d'investigation locale, m'a contacté. Elle avait vu les accusations de Valérie, et souhaitait obtenir ma réaction. J'ai refusé. Je n'avais aucune raison de faire confiance à quelqu'un dont le travail dépendait d'une histoire publique sensationnelle. Tessa ne m'a pas mis la pression. À la place, elle a vérifié la fermeture du premier lieu de réception, a contacté les couples non remboursés, a trouvé les fausses publicités de North Star, et a confirmé qu'une plainte de police avait été déposée. 2 jours plus tard, elle a envoyé à Rebecca une liste de faits, demandant si nous souhaitions corriger quoi que ce soit avant la publication. Sa liste était exacte. La dernière pièce du puzzle est arrivée. Un fournisseur de matériel m'a envoyé par email un calendrier d'installation pour la veille de Noël, destiné à Trevor. Ce document listait les camions, les ouvriers, les tables, la signalétique, le matériel de bureau temporaire, et prévoyait une arrivée à 9h45. Trevor avait dit au fournisseur qu'Ashbourne ouvrirait officiellement ce soir-là. Il n'avait rien annulé après les mises en demeure. Il avait,
au contraire, élargi son plan. Marcus ne m'a pas suggéré de les affronter seul. Au lieu de cela, il s'est coordonné avec Rebecca et le bureau du procureur du comté. Nous avons organisé une réunion de préservation des preuves à l'intérieur d'Ashbourne, pour la veille de Noël. Tessa a accepté d'y assister, aux côtés d'Aaron et Melissa, et d'un autre couple qui avait perdu son acompte. Un représentant de l'assureur de titres fonciers est venu pour acter le véritable titre de propriété et l'historique d'achat. Des policiers attendaient. À proximité, plusieurs d'entre eux s'étant positionnés à l'intérieur de la dépendance et de l'aile de service. Nous avons laissé les pièces de devant dans l'obscurité. Les portes de la salle de bal sont restées fermées. Les caméras intérieures enregistraient en continu, tandis qu'un moniteur dans la bibliothèque affichait le portail, le porche et le hall d'entrée. À 21h30, chacun a pris la place qui lui était assignée. Je me tenais derrière la porte intérieure, sans armes, et sans avoir préparé de discours. Ma seule tâche consistait à les laisser faire leur propre choix devant la caméra. À 21h47. Des phares sont enfin apparus au-delà des arbres, dehors. À 21h47, la caméra extérieure a capté les premiers phares. Le SUV de Dina atteint le portail, suivi de la voiture de Valérie, du camion de déménagement et de la camionnette du serrurier Owen. Trevor est descendu le premier, et a braqué son téléphone vers le manoir. Son direct a débuté par un sourire. Accompagné de ces mots, North Star est enfin à la maison. Des ouvriers sont descendus du camion, pendant que Curtis sortait le faux bail de son dossier. L'avis d'interdiction d'accès était fixé sur le portail, à hauteur des yeux. Dean l'a arraché, l'a plié, puis l'a enfoncé dans la poche de son manteau. Owen a demandé si le litige avait été résolu. Curtis a brandi le bail, prétendant qu'il avait abandonné la propriété après en avoir cédé la jouissance à North Star. Dean a ajouté qu'une avocate avait essayé de faire peur à tout le monde, avec des avis sans valeur. Owen a hésité. La serrure extérieure avait été endommagée, puis remplacée par un mécanisme temporaire. Curtis a répété que North Star était le locataire légal. Owen a ouvert le point d'accès endommagé, mais il a refusé de s'approcher du manoir. Il est resté près du portail, sa caisse à outils fermée. Dean, Valérie, Trevor et Curtis ont traversé le domaine. Trevor continuait de diffuser en direct. Il disait aux spectateurs que la famille avait récupéré son lieu de réception, après un malentendu regrettable. Valérie faisait signe aux ouvriers d'avancer, décrivant où se tiendraient les décorations de fête. Dean atteint le porche, et a ordonné à un ouvrier d'ouvrir la porte d'entrée. En quelques minutes, la serrure a cédé face à des personnes à qui l'on avait ordonné de rester dehors. Dean est entré le premier. Trevor l'a suivi, transportant des panneaux d'affichage, et a annoncé qu'il contrôlait enfin la propriété. Valérie a crié en direction des déménageurs, leur ordonnant de décharger les tables et le matériel de bureau. Curtis est passé en dernier. Maintenant le faux bail bien visible. J'ai attendu que tous les quatre se tiennent à l'intérieur. Ensuite, j'ai ouvert la porte intérieure, et je suis entré dans le hall. Vous avez reçu un avis écrit, ai-je dit. Quittez ma propriété immédiatement. Dean a levé le bail. North Star détient cette propriété. Tu peux contester l'accord devant les tribunaux, mais tu ne peux pas interférer avec le locataire. Trevor a tourné son téléphone vers moi. Sa diffusion en direct continuait. Valérie a dit aux ouvriers que j'étais en train de faire une autre scène. Curtis a affirmé que les mises en demeure de mon avocate n'annulaient pas un bail commercial signé. J'ai regardé Dean, refusez-vous de partir après avoir reçu un avertissement écrit? Oui, a-t-il dit. Nous ne quitterons pas notre propre lieu de réception. La porte du couloir de service s'est ouverte. Le détective Marcus ridait.
Entré, accompagné de 2 agents en uniforme. D'autres policiers sont arrivés. Par la porte principale, et les portes latérales. Marcus a identifié Dean, Valérie, Trevor et Curtis par leur nom, puis a ordonné à tout le monde de ne plus bouger. Les déménageurs ont reculé vers le porche. Le sourire de Trevor a disparu, mais son téléphone continuait de diffuser. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Tessa Whittaker est sortie avec son appareil photo, suivi d'Aaron et Melissa, du second couple touché, de Rebecca, et du représentant de l'assureur de titres fonciers. Les flashs des appareils ont inondé le hall. Melissa tenait son contrat signé avec North Star. Aaron enregistrait la scène. Le représentant portait une copie certifiée de mon acte de propriété. Dean a vu le véritable acte dans la main de Marcus, et le faux bail sous plastique scellé. Son visage s'est décomposé. Non. Ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. Marcus a déclaré que le bail faisait déjà l'objet d'une enquête. Mes dossiers de voyage réfutaient la date de certification revendiquée. Le registre officiel de Curtis ne justifiait pas la signature, et chaque personne présente à l'intérieur avait reçu un avis formel lui interdisant l'accès. Les policiers les avaient également vus traverser le domaine, après que Dean avait arraché l'avis affiché. Il a montré l'acte de propriété, les avis délivrés, et des images fixes de la caméra du portail. Chaque élément réfutait une excuse avant même que Dean n'ait le temps de la formuler. Pour la première fois de la nuit, mon père a compris que la pièce avait été préparée pour piéger ses mensonges. Trevor a approché sa main de l'écran. C'est privé, a-t-il dit en tentant de couper la diffusion en direct. C'était public quand vous avez commencé à diffuser, a rétorqué Tessa. La vidéo avait enregistré Trevor qualifiant Ashbourne de propriété de North Star, Curtis décrivant le bail comme valide, et Dean refusant catégoriquement de partir. Trevor a coupé la vidéo, mais des copies circulaient déjà. Aaron a brandi un reçu de 12 000 $. Melissa a montré le dossier de l'événement désignant ma maison comme leur lieu de réception. Le deuxième couple a présenté un contrat signé après que North Star savait déjà que le moulin d'origine avait fermé. Trevor a bafouillé que les remboursements étaient en cours de traitement. Melissa a rétorqué qu'il répétait cela depuis 3 mois. Curtis s'est dirigé vers la porte avec le bail original, mais un policier l'a arrêté, et lui a ordonné de déposer le dossier sur une table pour ses idées. Preuve. Curtis a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un témoin. Marcus lui a rappelé que son sceau apparaissait sur la certification contestée. Dean a qualifié l'intervention d'incompréhension familiale privée, et a accusé Marcus d'humilier des gens respectables le soir de Noël. Je n'ai pas élevé la voix. Vous en avez fait une affaire immobilière criminelle le jour où vous avez falsifié ma signature, ai-je dit. Et Trevor l'a rendu public lorsqu'il a vendu des mariages à l'intérieur de ma maison. Dean m'a fixé du regard, tandis que les policiers séparaient le groupe. Tu choisis des inconnus plutôt que ta propre famille. Non. Je choisis les personnes qui n'ont pas essayé de me voler ma maison. Marcus a arrêté dîner. Trevor pour les actes dont les policiers avaient été témoins, ainsi que pour les accusations étayées par les preuves existantes. Valérie et Curtis ont été emmenés, interrogés séparément, puis includant l'enquête. Owen a remis son bon de commande, et ses messages échangés. Les déménageurs ont été relâchés après avoir donné leur identité. Au moment où Dean passait à côté de moi, il a murmuré que je regretterais d'avoir rendu cela définitif. J'ai répondu qu'il avait confondu le caractère définitif de mes décisions, avec une autorisation d'agir. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui, mais l'affaire ne faisait que commencer. Les arrestations avaient été immédiates, mais les suites judiciaires ont pris des mois. Les enquêteurs ont authentifié les documents, interrogé les prestataires, comparé les messages,
examiner les comptes financiers par les voies légales, et déterminer qui savait quoi à chaque étape. Des comités professionnels ont mené des examens distincts. Ce délai était frustrant, mais il a également empêché Dean de balayer le verdict en le qualifiant de décision impulsive prise par un seul policier. Les registres de North Star ont révélé que Trevor vendait délibérément des prestations à Ashbourne sans aucune autorisation. Il avait fait de la publicité pour le manoir avant de m'en parler, accepté de nouveaux acomptes après la fermeture du lieu d'origine, et utilisé le faux bail pour rassurer les prestataires ainsi que les clients. Il a finalement plaidé coupable pour des accusations liées à l'escroquerie, l'usurpation d'identité, la violation de domicile, et la dégradation de propriété. Trevor a écopé de 11 mois de détention dans la prison du comté, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Le tribunal a ordonné le versement de dommages-intérêts, et lui a interdit de diriger une autre entreprise événementielle pendant sa probation. North Star Celebration a été dissoute. Ses meubles restants, son matériel de bureau, ses décorations, et ses véhicules ont été vendus. Les recettes n'ont pas permis de dédommager entièrement chaque couple, mais elles ont été réparties entre les créanciers et les clients lésés, sous la supervision du tribunal. Le rôle de Dean a été plus difficile à justifier pour lui. Des emails ont prouvé qu'il avait dirigé la tentative d'appropriation du domaine, fait pression sur Owen, discuté du faux bail avant de me l'envoyer, et qu'il avait parfaitement conscience que je ne l'avais jamais signé. Comme il n'avait pas de casier judiciaire, il a évité une longue peine de prison ferme. Il a été condamné à 6 mois de détention à domicile sous surveillance électronique, 3 ans de probation, des travaux d'intérêt général, le remboursement des réparations, ainsi qu'une interdiction de contact avec moi. Les frais de justice, et les réparations financières, l'ont contraint à vendre l'un des entrepôts de son entreprise de stockage. Plusieurs clients commerciaux ont résilié leur contrat, après que le dossier judiciaire a été rendu public. Valérie n'a pas été traitée comme une simple observatrice innocente. Ces messages montraient qu'elle avait contacté des couples, décrits Ashbourne comme une propriété familiale, et aidé à coordonner l'arrivée de la veille de Noël. Ces accusations publiques s'étaient, d'ailleurs, poursuivies même après avoir appris que le bail était contesté. Les preuves pénales contre elle étaient moins directes que celles contre Dean et Trevor, mais le dossier civil ne laissait aucun doute. Elle a accepté de retirer ses publications, de publier une rectification écrite, de payer une partie de mes frais de justice, et de se soumettre à une interdiction de contact permanente. Il n'y a eu aucune conversation privée par la suite, aucun mélo où elle m'expliquait qu'elle n'avait fait que protéger son fils. Curtis a fait face à la conséquence qu'il redoutait le plus. L'ordre disciplinaire de l'État a suspendu sa licence d'avocat pendant l'enquête sur la certification. Son registre officiel, la séquence des sceaux, les échanges de mai, et mon alibi à Chicago ont établi que je ne m'étais jamais présenté devant lui. Il a reconnu, plus tard, que l'acte était fallacieux. Il a perdu sa licence professionnelle, a été condamné à de la probation et à des sanctions financières, et a fait face à des plaintes en responsabilité professionnelle de la part de personnes qui s'étaient fiées à ce document. Le bail qu'il avait brandi devant mon portail est devenu la preuve la plus éclatante de sa propre faute. Owen a coopéré dès le début de l'enquête officielle. Il a fourni les bons de travail, les messages, les relevés de paiement, ainsi que les documents que Dean lui avait présentés. Parce qu'il avait refusé la première tentative d'effraction, était resté près du portail lors de la seconde, et avait aidé à clarifier ce qu'on lui avait raconté, les procureurs ne l'ont pas traité comme un complice principal. Rebecca a obtenu une ordonnance civile permanente, interdisant à Dean, Valérie et Trevor de me contacter, ou de pénétrer sur toute propriété m'appartenant. Dean a envoyé des lettres pour demander une rencontre privée. J'ai renvoyé chaque enveloppe, par l'intermédiaire de Rebecca, sans l'ouvrir. Je ne l'ai pas
Rejoint dans un hôpital, je n'ai pas répondu à un dernier appel téléphonique, je n'ai pas assisté à un dîner de famille, et je n'ai pas offert de pardon sous condition. J'ai réparé Ashbourne tout au long de l'été. Le toit a été consolidé, la chaudière remplacée, le sol de la salle de bal restauré, et l'entrée endommagée. Sécurisée. 8 mois après Noël, j'ai vendu le manoir à une fondation régionale de préservation historique. Ce n'est pas Dean qui m'a poussé à partir. J'ai vendu parce qu'Ashbourne avait rempli son rôle. Il avait donné à mon refus une frontière physique, un acte enregistré, une porte verrouillée, et des témoins capables d'entendre le mot « non » sans le traduire. En négociation. Avec une partie des bénéfices de la vente, j'ai ouvert un petit cabinet de conseil en registre foncier près de Baltimore. GDD. Avocats, des groupes de préservation, et des acheteurs ordinaires à détecter les problèmes de propriété, avant que ces problèmes ne se transforment en procès. Je me suis acheté une maison en briques pratiques, avec une cuisine lumineuse, un bureau modeste, et exactement le nombre de pièces que je souhaitais entretenir. Le Noël suivant, une enveloppe recommandée est arrivée de la part de Dean. Je l'ai remise à Rebecca, sans l'ouvrir, en lui demandant de la retourner à l'expéditeur. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux, et j'ai rejoint 2 amis proches pour dîner. Nous avons mangé de la soupe, échangé des cadeaux simples, débattu joyeusement autour d'un jeu de société, et fait la vaisselle ensemble. Personne ne jouait le bonheur pour une caméra. Personne ne parlait de la famille Bennett. Une chaise vide était, simplement, une chaise vide, et non un message insidieux sur qui avait le droit de faire partie de la famille. Certains décrivent ma fin comme une vengeance, parce que la police est intervenue sous les flashs des appareils photo, et que mon père a perdu tout ce qu'il pensait posséder. Ce n'est pas ainsi que je le vois. La richesse ne m'a pas sauvé. Le manoir ne m'a pas sauvé. Les documents officiels, les témoins, les limites claires, et un travail juridique patient l'ont fait. J'ai cessé d'accorder des conversations privées où le membre de la famille parlant le plus fort pouvait réécrire la réalité. J'ai protégé mon identité, préservé les preuves, et laissé les procédures suivre leur cours bien après la fin du moment de crise. Les liens du sang ne constituent pas une autorisation permanente de tout faire. Un parent n'acquiert aucun droit de propriété sur le travail, l'argent, la maison, ou le silence de son enfant adulte, sous prétexte de qualifier l'exploitation d'urgence familiale. Le pardon peut aider certaines personnes. Mais, il n'est en aucun cas une dette que l'on doit à quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités. Je ne leur ai pas pardonné. Je n'ai pas appelé, et je ne suis pas revenu en arrière. Vendre le manoir n'était pas une capitulation. La maison avait déjà accompli sa mission. Elle m'a offert un endroit où, enfin, mon père a dû entendre le mot « non ». Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré votre temps à cette histoire. Nos personnages, événements et situations décrits dans cette vidéo sont fictifs et présentés uniquement dans un but narratif, de divertissement et d'éducation. Nous espérons que ce message vous rappellera que, lorsque quelqu'un trahit votre confiance, le plus important n'est pas de savoir s'il éprouve des regrets, mais si vous comprenez, enfin, ce que vous méritez. La paix intérieure commence lorsque vous cessez d'accorder des chances répétées à des personnes qui ne changent que lorsque les conséquences s'imposent à elles.